160 ans. C'est le temps écoulé depuis que Charles Darwin a publié L'origine des espèces. Un siècle et demi d'observations, de fouilles, de séquençage, d'expériences, d'analyses statistiques, de découvertes génétiques, toutes convergentes vers une même conclusion. La vie change, se transforme, s'adapte. Et pourtant, une part importante de l'humanité continue de rejeter cette idée. Pas seulement par ignorance, mais souvent par conviction. Pourquoi ? À première vue, on croit que le rejet de la théorie de l'évolution est religieux, mais ce serait une erreur de diagnostic. La religion, dans bien des cas, n'est qu'un vecteur culturel d'un problème bien plus profond. Car le malaise face à l'évolution ne vient pas seulement des textes sacrés, il vient d'un conflit entre ce que la science démontre et ce que l'esprit humain supporte d'entendre. L'évolution heurte d'abord notre intuition. Nos sens nous disent que les espèces sont stables. En effet, un chien reste un chien et un sapin, un sapin. Nous ne voyons pas à première vue, à l'échelle d'une vie humaine, les lentes transformations de population. L'évolution agit sur des milliers, voire des millions d'années. C'est un temps que notre cerveau peut à peine concevoir. Ce décalage entre nos perceptions et la réalité crée un malaise. Puis-je croire quelque chose que je ne vois pas ? D'autant plus quand cette théorie de l'évolution change quelque chose de radical en nous. En effet, nous ne sommes plus considérés comme le centre de toute chose, mais une branche, parmi des milliers, un simple animal. Cette idée détruit le mythe du dessein, le sentiment que notre existence répond à une intention. Le processus prend le pas de la finalité, et le plan devient le hasard trié par la sélection. Aujourd'hui, des vidéos d'internet, anti-évolutionnistes, circulent en boucle. Des arguments maintes fois réfutés par la preuve, par la science, mais pourquoi fonctionnent-ils encore ? Parce qu'ils jouent sur la rhétorique de la simplicité. Il est facile d'affirmer que la complexité ne peut pas venir du hasard, mais il l'est moins d'expliquer la coévolution moléculaire d'un flagelle bactérien. Alors cette vidéo a un but clair. D'abord comprendre ce qu'est réellement la théorie de l'évolution. Pas une croyance, ni une opinion, mais une explication scientifique qui relie la biologie, la géologie, la génétique, mais aussi la chimie et même la psychologie. Nous verrons comment cette théorie s'est construite, comment elle s'est renforcée, et pourquoi elle est devenue le socle de toute la biologie moderne. Ensuite, nous passerons en revue les grands arguments anti-évolutionnistes. Pas pour les ridiculiser, mais pour les comprendre, les analyser et les confronter aux faits. Enfin, nous montrerons pourquoi ces arguments échouent face à la science. Car la science n'avance pas par croyance, mais par preuve. Et les preuves, elles, sont partout, dans les roches, dans l'ADN, dans les mutations observées chaque jour, dans la cohérence du vivant. L'évolution n'est pas un mythe moderne. C'est le fil conducteur de la vie, du premier organisme microscopique jusqu'à l'esprit qui s'interroge ici, maintenant, sur son origine. Alors qu'est-ce que la théorie de l'évolution ? Déjà, pour comprendre ce qu'elle est, il est bien important de comprendre le sens du mot théorie. Le mot théorie n'a pas le même sens dans le langage commun que dans le langage scientifique. Dans la vie de tous les jours, on l'emploie dans un cadre d'opinion. On émet souvent une hypothèse sans vérification ou preuve. En science, c'est l'inverse. Une théorie est un cadre explicatif robuste, testé, qui unifie des faits, les relie par des mécanismes et permet de faire des prédictions contrôlables. Une théorie naît d'observations et d'hypothèses. Les hypothèses sont des propositions ciblées que l'on met à l'épreuve par l'expérience ou par la collecte de données. Quand un ensemble d'hypothèses cohérentes résiste à des tests répétés, qu'il explique des phénomènes variés et qu'il anticipe correctement ce qu'on n'a pas encore observé, on parle de théorie. La force d'une théorie tient sur 3 critères. D'abord, son pouvoir explicatif. Elle doit rendre intelligibles des données qui, autrement, paraîtraient éparses. Ensuite, son pouvoir prédictif. Elle doit annoncer des résultats vérifiables, potentiellement surprenants, que l'on peut confirmer ou infirmer. Enfin, sa falsifiabilité. On doit pouvoir, en principe, la mettre en défaut si la nature dit non. Une théorie scientifique vit donc sous conditions d'essai permanents. Elle n'est pas un dogme, mais une structure ouverte, corrigée à la marge lorsque de nouvelles preuves s'accumulent. Des exemples emblématiques le montrent. La théorie de la gravitation n'est pas une simple idée. Elle relie la chute d'une pomme, la danse des planètes et le décalage de la lumière des étoiles, et elle prédit des phénomènes comme la déviation des rayons lumineux par la masse. La théorie microbienne des maladies a relié des fièvres mystérieuses à des agents invisibles et a permis d'inventer l'asepsie, la vaccination, les antibiotiques. La tectonique des plaques a expliqué la répartition des continents, des fossiles, des séismes et a prédit où chercher de nouvelles dorsales et zones de subduction. Ces théories ne sont pas des opinions. Elles sont des architectures logiques qui tiennent parce qu'elles passent des examens expérimentaux toujours plus exigeants. Comment est née cette théorie ? Quel est son début ? Tout commence au XIXe siècle sur un bateau de 27 mètres de long, le HMS Beagle. À son bord, un jeune naturaliste anglais de 22 ans, Charles Darwin. Pendant 5 ans, il parcourt les côtes de l'Amérique du Sud, ramasse des fossiles, observe des animaux, collectionne des spécimens et surtout pose des questions.
Pourquoi les espèces varient-elles d'un lieu à l'autre? Pourquoi les tortues des Galapagos ont-elles des carapaces différentes d'une île à l'autre? Et pourquoi les pinsons, ces petits oiseaux, présentent-ils tant de formes de bec? Darwin ne le sait pas encore, mais ces détails d'apparence anodine vont transformer notre compréhension de la vie. De retour en Angleterre, Darwin mettra plus de 20 ans à formuler une idée simple et vertigineuse. La diversité du vivant ne résulte pas d'un plan, mais d'un processus. Un mécanisme naturel, automatique, cumulatif, capable d'expliquer à la fois la stabilité et la transformation des formes de vie. En 1859, il publie L'origine des espèces. Son ouvrage ne se contente pas de proposer une hypothèse, il bâtit une théorie complète, appuyée sur des faits d'anatomie, de géographie, de reproduction, d'agriculture. Darwin y avance une idée qui, aujourd'hui encore, constitue le pilier de la biologie moderne. L'évolution se produit par variation, hérédité et sélection naturelle. Mais avant d'expliquer ce mécanisme, il faut comprendre la révolution intellectuelle qu'il provoque. Avant Darwin, on croyait que les espèces étaient fixes, créées telles quelles, immuables depuis les origines. Lui ose dire l'inverse. Les espèces changent, se transforment, disparaissent. Ce n'est pas la fixité qui était la règle, mais le changement. Et ce changement obéit à des lois naturelles, observables, mesurables. C'est cela, la vraie révolution de Darwin. Il retire la main du miracle et la remplace par le temps. Des millions d'années, des générations innombrables. Et la somme de petites différences, des variations individuelles, peut produire la diversité du monde vivant. À partir de ce moment, la biologie entre dans l'âge explicatif. Darwin ne parle plus d'essence, mais de population. Il ne parle plus de perfection, mais d'adaptation. Et derrière cette idée se cache un mécanisme d'une élégance redoutable. Un moteur sans plan, mais incroyablement efficace. C'est ce moteur que nous allons maintenant explorer. Son nom, le principe darwinien, fondé sur 3 piliers essentiels, variation, hérédité et sélection naturelle. Un triptyque si puissant qu'il suffit, à lui seul, à expliquer l'évolution de toutes les formes de vie sur Terre. Parlons donc de la variation. Dans toute population, les individus diffèrent. Ces différences peuvent être morphologiques, et elles ont des bases biologiques. Important, l'apparition des variations est largement aléatoire par rapport aux besoins de l'organisme. L'environnement n'écrit pas les mutations nécessaires, il trie ce qui existe déjà. Quelques exemples pour l'illustrer le propos. Dans la célèbre expérience de Lenski, 12 populations d'E. coli sont suivies sur des dizaines de milliers de générations. On observe l'accumulation de mutations diverses. Dans une lignée, une innovation inattendue émerge. L'usage de citrate en présence d'oxygène. Les variantes sont apparues sans but, puis certaines ont été retenues par les conditions du milieu. Autre exemple, chez les campagnols des champs, on trouve des pelages clairs ou foncés au sein d'une même région. Chez les épinoches, Gasterostes aculeatus, l'armure osseuse varie d'une population à l'autre. Cette diversité est la matière première sur laquelle l'environnement va agir. C'est une variation naturelle observable. L'autre principe est celui de l'hérédité. La variation n'a de valeur évolutive que si elle est transmissible. L'hérédité, c'est la fidélité suffisante de la copie de l'ADN pour que des allèles, des versions différentes d'un même gène, passent des parents aux descendants. La biologie moderne mesure l'héritabilité, c'est-à-dire la proportion de variation d'un trait due à la génétique dans un environnement donné. On peut l'observer avec la sélection artificielle en élevage. Les éleveurs n'ont pas inventé le lévrier afghan ou le bulldog par simple souhait. Ils ont sélectionné des variantes héréditaires déjà présentes, génération après génération, jusqu'à obtenir des morphologies extrêmes. Idem pour le maïs. L'Iowa Corn Experiment a montré qu'on peut augmenter ou diminuer la teneur en huile sur des dizaines de générations, rien qu'en choisissant les parents. Preuve que le trait est héritable. Pour finir, nous avons la sélection naturelle, celle qui filtre et oriente sans intention. Si une variation héritable confère, dans un environnement donné, un léger avantage à survivre ou à se reproduire, les porteurs laisseront plus de descendants. Au fil des générations, la fréquence des allèles associés augmente. C'est tout. Pas de plan, pas de finalité, mais une orientation statistique. Ce qui marche, persiste. L'exemple le plus cité est celui de la résistance aux antibiotiques. Dans une population bactérienne, certaines mutations modifient une cible moléculaire. Sous antibiotiques, ces mutants survivent mieux et envahissent la culture. Parfois, la mutation a un coût et la fréquence rebaisse. La sélection est conditionnelle à l'environnement. Ou le fameux cas des pinsons de Darwin, où lors d'une grande sécheresse, seules les graines dures restent. Les individus à bec plus profond cassent mieux ces graines et survivent de davantage. La génération suivante montre un décalage mesurable de la distribution du bec. Quand la pluie revient et que les petites graines abondent, la sélection s'inverse. On voit la sélection agir et changer de signe selon le milieu. Et pour tout ce que je viens de citer, un avantage reproductif modeste suffit. Si un allèle donne plus 1% de succès par génération, sa fréquence peut passer de 1% à majoritaire en quelques centaines de générations chez des organismes à cycle court tels que les bactéries, virus ou insectes.
Avec des avantages plus forts, sous antibiotiques par exemple, l'ascension peut se faire en jours. L'algèbre des populations montre que l'accumulation de ces petits différentiels, multipliés par le temps profond, produit des transformations considérables. L'idée de Darwin était visionnaire, mais incomplète. Il avait compris le mécanisme général, variation, hérédité, sélection naturelle, sans savoir ce qui variait exactement, ni comment les caractères se transmettaient. Au XIXe siècle, la génétique n'existait pas encore. Darwin pensait que les caractères se mélangeaient comme des fluides, une idée intuitive, mais fausse. Or, quelques années plus tôt, un moine morave, Gregor Mendel, cultivait des pois dans le jardin d'un monastère et découvrait les lois de l'hérédité, sans que personne ne le remarque. Ce n'est qu'au début du XXe siècle que les deux visions, Darwin et Mendel, se rencontrent enfin. Les biologistes comprennent alors que les caractères ne se fondent pas, mais se transmettent sous forme discrète, par des gènes. Les gènes ne se mélangent pas, ils s'additionnent, se recombinent, se mutent. C'est la naissance de la synthèse moderne, aussi appelée néo-darwinisme, la fusion entre la théorie de l'évolution de Darwin et la génétique mendélienne. Les variations dont parlait Darwin prennent maintenant un visage concret. Ce sont des mutations de l'ADN. Une mutation, c'est un changement dans la séquence d'un gène, une lettre modifiée, une insertion, une délétion. Elles apparaissent spontanément lors de la réplication de l'ADN ou sous l'effet de facteurs physiques ou chimiques. La plupart de ces mutations sont neutres, elles n'ont aucun effet visible. Certaines sont défavorables, d'autres avantageuses dans un contexte précis. Elles constituent la matière première sur laquelle agit la sélection naturelle. Chez l'homme, la mutation du gène LCT permet de digérer le lactose à l'âge adulte. Elle s'est répandue dans les populations d'éleveurs laitiers d'Europe et d'Afrique ou chez les moustiques. Une mutation sur un canal sodique confère une résistance aux insecticides. Pour la première fois, les biologistes disposent d'un outil mathématique pour mesurer l'évolution. La génétique des populations, fondée par Ronald Fisher, J.B.S. Haldane, dans les années 1930. Elle montre que l'évolution, ce n'est pas la transformation d'un individu, mais la modification des fréquences alléliques, des versions de gènes, au sein d'une population au fil du temps. Un gène avantageux augmente en fréquence, un gène délétère diminue, et parfois par hasard, un gène neutre peut devenir majoritaire. Ces lois statistiques l'y traduisent dans l'évolution en équation. On peut prédire, par exemple, combien de générations il faut pour qu'une mutation bénéfique passe de 1% à 50% selon son avantage sélectif. Mais la sélection naturelle n'est pas la seule force en jeu. Dans les petites populations, le hasard peut modifier les fréquences des gènes indépendamment de leur utilité. C'est ce qu'on appelle la dérive génétique. Imaginez une population d'une dizaine d'oiseaux. Si par hasard, les quelques individus qui se reproduisent portent une version rare d'un gène, cette version peut devenir dominante, sans aucun avantage adaptatif. Dans les grandes populations, ce hasard se compense. Dans les petites, il domine. Comme pour les populations insulaires ou totalement isolées, comme les iguanes des Galapagos, qui montrent souvent des différences génétiques dues à la dérive. Il existe aussi le principe de l'effet fondateur. C'est lorsqu'un petit groupe colonise un nouvel espace, il emporte avec lui un échantillon limité de la diversité génétique. C'est ce qui explique certaines maladies héréditaires fréquentes dans des communautés restreintes, comme la maladie de Tay-Sachs chez les Ashkénazes. Puis le goulot d'étranglement, où une population réduite brutalement par une catastrophe voit sa diversité génétique chuter, comme les guépards modernes, dont le patrimoine génétique est si homogène qu'ils peuvent s'accepter mutuellement des greffes de peau. Ainsi, la dérive est une force d'évolution non adaptative, mais bien réelle. Elle agit aux côtés de la sélection naturelle, de la mutation et du flux de gènes. Entre les années 1930 et 1950, cette union entre Darwin et Mendel devient une révolution conceptuelle. Des disciplines autrefois séparées, paléontologie, botanique, zoologie, génétique, s'unissent autour d'un langage commun. Theodosius Dobzhansky, Ernst Mayr, Julian Huxley, George Simpson ou J. Ledyard Stebbins formulent les principes de la biologie évolutive moderne. Dobzhansky résume cette vision dans une phrase devenue célèbre. « Rien en biologie n'a de sens, si ce n'est à la lumière de l'évolution ». La synthèse moderne explique comment, à partir de mutations aléatoires et de l'hérédité mendélienne, la sélection naturelle façonne les populations. Comment la dérive génétique, l'isolement géographique et le temps conduisent à la spéciation. Comment la diversité du vivant émerge sans dessein, mais avec cohérence. Grâce à elle, la théorie de Darwin cesse d'être une intuition du XIXe siècle pour devenir une science quantitative. Elle se mesure, se teste, se modélise. C'est le moment où la biologie cesse d'être une histoire du vivant et devient la physique de la vie. Mais parlons de preuves maintenant. On en possède des millions, venant de disciplines diverses et variées comme la paléontologie, l'anatomie, la génétique ou encore la biologie expérimentale. Mais elles convergent toutes vers une même explication. La vie a évolué, lentement, continuellement, depuis des formes plus simples vers la diversité que nous voyons aujourd'hui. Les roches conservent les traces de vie passée.
Chaque strate est une page d'un livre vieux de milliards d'années. Les fossiles ne sont pas de simples curiosités. Ils racontent une histoire de transition. Certains de ces fossiles, longtemps qualifiés de chaînons manquants, montrent comment des groupes se sont transformés au fil du temps. Prenons Tiktaalik, découvert dans l'Arctique canadien. Âgé d'environ 375 millions d'années, il appartient à une époque où les poissons commençaient à s'aventurer hors de l'eau. Tiktaalik a des nageoires, mais à l'intérieur, des os qui rappellent ceux d'un bras, humérus, radius, cubitus. Sa tête, plate comme celle d'un crocodile, porte des narines fonctionnelles. Il n'est ni un poisson, ni un amphibien moderne, mais une forme intermédiaire, la transition entre la nageoire et le membre terrestre. Autre jalon, Archaeopteryx, découvert en Bavière. Il a des plumes, mais aussi des dents, une queue osseuse et des griffes. C'est un dinosaure théropode à plumes, la preuve tangible que les oiseaux sont les descendants des dinosaures. Et puis, bien sûr, Australopithecus afarensis, notre ancêtre bipède découvert en Éthiopie, qu'on connaît sous le nom de Lucie. Elle marchait debout il y a 3,2 millions d'années, mais possédait encore un petit crâne et des bras adaptés à la grimpe. Encore une fois, une transition, ni totalement simienne, ni totalement humaine. Ces fossiles ne sont pas des exceptions isolées. Aujourd'hui, nous avons des séries entières montrant les transformations progressives, la lignée des chevaux passant de petits herbivores à 4 doigts aux chevaux modernes à sabots uniques. La transition des reptiles marins vers les baleines. Le registre fossile n'est pas complet et ne pourra jamais l'être du fait de l'extrême rareté du processus de fossilisation et des zones géographiques impropices à celle-ci qui nous condamnent à ne rien savoir sur les espèces qui y habitaient. Mais encore une fois, les espèces apparaissent et disparaissent dans l'ordre prévu par la théorie, jamais l'inverse. On ne trouve pas de lapin au Cambrien, ni d'humain au Crétacé. C'est une chronologie testable, et elle résiste. Si l'évolution est vraie, elle doit laisser des traces de parenté dans le corps même des êtres vivants. C'est exactement ce que montre l'anatomie comparée. Le bras humain, la nageoire de baleine, l'aile de chauve-souris et la patte du chat partagent le même plan osseux. Humérus, radius, cubitus, carpe, métacarpe, phalange. Leur apparence et leur fonction diffèrent, mais leur structure interne est homologue, héritée d'un ancêtre commun. A l'inverse, certaines similitudes ne viennent pas d'un ancêtre commun, mais d'une évolution convergente. Les ailes des oiseaux, des chauves-souris et des insectes ont évolué séparément, pour la même fonction. Cela montre que les contraintes physiques et biologiques peuvent mener à des solutions similaires. Et puis il y a les organes vestigiaux, les restes d'un passé évolutif. Chez l'homme, l'appendice, réduit mais toujours présent, les muscles qui dressent les poils, héritage des mammifères poilus, la queue embryonnaire, les dents de sagesse, vestiges d'une mâchoire plus robuste. Chez les baleines, des os pelviens miniaturisés, témoins de leur origine terrestre. Chez les serpents, des traces de membres postérieurs, invisibles de l'extérieur mais encore là, enfouis dans le squelette. L'ADN est aujourd'hui la preuve la plus intime de notre parenté avec le reste du vivant. Chaque cellule est un palimpseste, un texte écrit, effacé, réécrit depuis des milliards d'années. Les gènes, comme les fossiles, conservent des signatures d'ascendance commune. Nous partageons environ 98,8% de notre ADN avec le chimpanzé, 85% avec la souris, 60% avec la banane. Ce ne sont pas des chiffres symboliques. Ils résultent d'alignements de séquences que l'on peut comparer gène par gène. On retrouve aussi dans notre génome des pseudogènes, des gènes désactivés, hérités de nos ancêtres, mais devenus inutiles. Par exemple, le gène GULO, qui permet de synthétiser la vitamine C. Chez la plupart des mammifères, il fonctionne. Chez l'humain et les primates, il est brisé par une même mutation, preuve que cette inactivation a eu lieu chez un ancêtre commun. Les horloges moléculaires, basées sur le taux de mutation, permettent même d'estimer le temps écoulé depuis la divergence de deux espèces. Et ces estimations coïncident remarquablement avec les données fossiles. Génétique et géologie racontent la même histoire. Enfin, la biologie moléculaire a révélé des gènes universels, partagés par tous les êtres vivants, comme le gène du ribosome ou certaines enzymes du métabolisme. Cela indique que toute vie sur Terre descend d'un ancêtre commun universel, une cellule primitive apparue il y a plus de 3,5 milliards d'années. Après tout ce que je viens de vous dire, on peut se rendre compte que l'évolution n'est pas une croyance. Une croyance repose sur la conviction, sur la foi, sur l'adhésion à une idée qu'on ne peut pas tester. Une théorie scientifique a du pouvoir quand elle permet de dire « si cette idée est juste, alors on devrait trouver ceci, à tel endroit, dans tel type de roche, et pas ailleurs ». Et c'est exactement ce qu'a permis l'évolution. Avant même la découverte de Tiktaalik, les paléontologues savaient qu'il devait exister un fossile intermédiaire entre les poissons à nageoires charnues et les premiers tétrapodes terrestres. La théorie prédisait où le chercher, dans des roches d'eau douce du Dévonien supérieur, vieilles d'environ 375 millions d'années, et c'est là précisément qu'on l'a trouvé.
La théorie de l'évolution prédit aussi des relations génétiques précises entre les espèces. Si nous avons un ancêtre commun avec les chimpanzés, alors nos génomes doivent être quasiment identiques. Et ils le sont, à 98,8%. Si nous partageons un ancêtre plus ancien avec les singes, nos séquences communes doivent diminuer progressivement à mesure qu'on s'éloigne du tronc de l'arbre, et c'est ce qu'on observe. Plus on s'éloigne, plus la similarité décroît. Cette arborescence génétique recoupe parfaitement celle déduite des fossiles et de l'anatomie. Et pourtant, malgré cette masse de données, malgré un siècle et demi de vérification, la théorie de l'évolution reste contestée. Pas dans les laboratoires, où elle est la pierre angulaire de toute la biologie moderne, mais dans l'opinion, dans la culture, dans certains milieux idéologiques ou religieux. Une part du public continue d'y voir une hypothèse fragile, voire une menace pour leurs convictions ou leur vision du monde. Comment une idée aussi démontrée peut-elle encore susciter la méfiance, voire le rejet ? Pourquoi l'évolution, qui relie tous les êtres vivants, divise-t-elle encore tant d'humains ? C'est ce paradoxe que nous allons maintenant explorer. Dans la prochaine partie, nous entrerons au cœur des arguments anti-évolutionnistes, leurs origines, leur logique apparente, leurs erreurs. Et surtout, nous verrons pourquoi, face à la rigueur des faits, ces arguments s'effondrent les uns après les autres. J'ai déjà parlé du fait que l'évolution n'était pas une théorie dans le sens hypothèse, qu'on avait déjà observé d'espèces évoluées ou que des formes intermédiaires existent. Alors je vais me pencher sur d'autres arguments anti-évolutionnistes comme le fait de la complexité irréductible. L'un des arguments favoris des opposants à l'évolution est celui de la complexité irréductible. L'idée a été popularisée dans les années 1990 par le biochimiste américain Michael Bay, figure du mouvement du dessin intelligent. Selon lui, certaines structures biologiques seraient si complexes qu'elles ne pourraient pas fonctionner si l'une de leurs parties manquait. L'exemple le plus souvent cité est celui du flagelle bactérien, une sorte de petit moteur rotatif qui permet à certaines bactéries de se déplacer. Ces systèmes, dit-on, ne pourraient pas apparaître graduellement, car ils ne serviraient à rien avant d'être complets. En apparence, l'argument est séduisant. Comment un moteur ou une caméra biologique pourrait-il émerger pièce par pièce, sans plan ni intention ? Mais la réponse de la science est claire. La complexité n'est pas apparue d'un seul coup. Elle s'est construite par étapes grâce à deux processus bien connus de la biologie évolutive, la cooption et la simplification progressive. La cooption, c'est le détournement évolutif d'une structure existante vers une nouvelle fonction. L'évolution ne part pas de zéro. Elle recycle, modifie, adapte ce qui existe déjà. C'est ce que Darwin appelait la nature du bricoleur. Prenons le cas du flagelle bactérien. Ce moteur biologique fait d'une trentaine de protéines différentes. Bechet affirmait qu'il ne pouvait fonctionner que si toutes ces pièces étaient déjà en place. Mais des recherches ont montré qu'une partie de ces protéines, presque identiques, sert à un tout autre système bactérien, la seringue d'injection qu'utilisent certaines bactéries pathogènes pour injecter des toxines dans les cellules hôtes. Ce système, appelé type 3 secretion system, utilise une douzaine de protéines homologues à celles du flagelle, mais sans produire de rotation. Autrement dit, le flagelle n'a pas été conçu d'un bloc. Il s'est formé par réutilisation et modification graduelle de systèmes plus simples, ayant d'abord d'autres fonctions. La sélection naturelle a trié, étape après étape, les versions qui amélioraient la mobilité. La complexité du flagelle n'est donc pas irréductible, elle est cumulative. Chaque étape, fonctionnelle à son niveau, a pu être sélectionnée, puis intégrée à un système plus vaste. L'œil est un autre symbole classique de cette prétendue complexité irréductible. À quoi servirait un demi-œil ? Demandait ironiquement Darwin lui-même avant d'y répondre. En réalité, chaque étape intermédiaire apporte un avantage, si faible soit-il, et peut être sélectionné. Chez les animaux les plus simples, comme les vers plats, on trouve de simples cellules photoréceptrices qui distinguent la lumière de l'obscurité. C'est rudimentaire, mais suffisant pour s'orienter dans le sable ou fuir les prédateurs. Chez d'autres, ces cellules se creusent en cupules, cela permet de savoir d'où vient la lumière. Encore un avantage sélectif. Chez certains mollusques, comme la limace de mer Oncidium, la cupule se referme partiellement et forme une chambre où la lumière entre par un petit orifice. C'est déjà un œil sténopé, comme une caméra sans lentille. Plus tard, chez les céphalopodes comme les seiches et les calmars, la surface devient transparente, formant une lentille capable de focaliser l'image. Chaque étape est utile, fonctionnelle et observée aujourd'hui dans la nature. L'œil humain, si souvent cité comme un miracle de complexité, est donc le résultat d'une série de micro-ajustements progressifs, chacun sélectionné parce qu'il améliore un peu la perception. Et ironie du sort, l'œil humain est loin d'être parfait. La rétine est montée à l'envers, les vaisseaux sanguins passent devant les photorécepteurs, créant un point aveugle, preuve d'une histoire de bricolage, pas de conception idéale. Chez le poulpe, par exemple, cette erreur n'existe pas. Son œil est en quelque sorte mieux conçu puisqu'il a évolué indépendamment. La nature n'invente pas ex nihilo,
elle hérite de ce qui est déjà là, modifie, réarrange, fusionne, simplifie. La complexité émerge de l'accumulation d'innovations partielles, pas d'un saut magique. Les ailes, les cœurs, les poumons, les enzymes, tous ces systèmes sont faits de modules réutilisés, d'anciennes structures détournées vers de nouvelles fonctions. Un des autres arguments, compréhensible pour celui-ci, est le fait que le registre fossile est incomplet. On ne trouve pas toutes les formes intermédiaires, donc la théorie n'est pas prouvée. C'est vrai sur un point, le registre fossile est incomplet. Mais c'est une vérité banale, et parfaitement compatible avec la théorie de l'évolution. Les conditions de fossilisation sont exceptionnelles, comme je le disais. Pour qu'un être vivant devienne fossile, il faut qu'il meure au bon endroit, au bon moment, que son corps échappe au charognard, qu'il soit rapidement enfoui, puis remplacé par des minéraux pendant des milliers ou des millions d'années. La vaste majorité des organismes disparaissent sans laisser de traces. Chaque fossile est un miracle géologique. Alors oui, la collection sera toujours lacunaire, mais ce que nous possédons suffit largement, car ces fossiles, même dispersés, racontent une histoire cohérente, lisible, vérifiable. Prenons 3 exemples, le cheval, la baleine et l'humain. 3 histoires distinctes, mais toutes illustrent la même mécanique évolutive. La lignée des chevaux est l'une des plus complètes jamais découvertes. On y voit, pas à pas, une succession d'espèces qui se transforment sur près de 50 millions d'années. Le petit Eohippus, de la taille d'un renard, vivait dans des forêts tropicales et possédait 4 doigts à l'avant, 3 à l'arrière. Puis vinrent Mesohippus, Merychippus, Pliohippus. Chaque forme intermédiaire montre une réduction progressive des doigts, un allongement des membres et une modification des dents adaptée au passage d'un régime de feuilles tendres à celui d'herbes abrasives. Ce n'est pas un récit imaginaire. On dispose de centaines de fossiles représentant chaque étape. La séquence est cohérente, datée, testée, confirmée par la géologie et la paléontologie. Autre exemple fascinant, l'évolution des baleines. Il y a environ 50 millions d'années, leurs ancêtres étaient des mammifères terrestres. On en a retrouvé la trace dans une série de fossiles presque continus. Pachycetus marchait encore sur la terre ferme, mais possédait déjà une oreille adaptée à l'écoute sous l'eau. Ambulocetus, littéralement la baleine qui marche, vivait en eau peu profonde et nageait à l'aide de ses pattes puissantes. Plus tard, Rhodocetus montre des membres postérieurs réduits, un bassin qui se déconnecte du squelette et une propulsion de plus en plus aquatique. Enfin, Basilosaurus, long de 15 mètres, ne vit plus qu'en mer, avec encore de minuscules pattes arrière vestigiales reliées à aucun usage. Chaque espèce relie la suivante, comme des photogrammes d'une même transformation. La génétique confirme cette histoire. Les baleines partagent des séquences d'ADN et des enzymes typiques des artiodactyles, le groupe des ongulés, et leur parent vivant le plus proche n'est autre que l'hippopotame. Là encore, les fossiles et les gènes racontent la même histoire. Et puis il y a nous. La lignée humaine ne surgit pas d'un seul coup. Elle s'étale sur plusieurs millions d'années, avec une mosaïque d'espèces intermédiaires, chacune portant un morceau de notre héritage. Sahelanthropus tchadensis, découvert au Tchad, vieux de 7 millions d'années, montre déjà un crâne adapté à la station semi-verticale. Puis viennent Australopithecus afarensis avec un bassin et des fémurs de bipède, mais un cerveau encore petit. Ensuite, Homo habilis, premier fabricant d'outils, Homo erectus, voyageur et feu maître du monde, Homo neanderthalensis et Homo sapiens, 2 espèces cousines, parfois croisées. Chaque fossile, chaque fragment remplit une case du puzzle. Les lignées ne sont pas des lignes droites, mais des buissons de parenté et d'expérimentation. Mais que répondre à ceux qui disent que Darwin lui-même doutait de sa propre théorie ? Darwin doutait, oui, mais il doutait comme un scientifique, pas comme un croyant en crise de foi. Ses doutes n'étaient pas des renoncements, mais des questions, des mises à l'épreuve. Car c'est justement ainsi que la science avance, par l'incertitude constructive. Darwin avait conscience des limites de ses connaissances. Il l'écrit dans L'origine des espèces avec une honnêteté exemplaire. Il admet que le registre fossile est incomplet, que la complexité de certains organes semble difficile à expliquer, ou que la transmission des caractères reste mystérieuse. Mais ces incertitudes, il ne les cache pas, il les nomme, les analyse et propose des pistes pour les résoudre. Ce n'est pas le doute qui mine la théorie, c'est le doute qui la renforce, en la forçant à s'adapter. Darwin n'avait pas encore la génétique, ni la notion de mutation, ni les outils de datation absolue. Et pourtant, il a bâti un cadre explicatif si solide que la science moderne n'a fait que le préciser, pas le renverser. Les débats autour de l'évolution n'ont jamais disparu, mais ce sont des débats internes à la science, pas des remises en cause fondamentales. Après Darwin, des biologistes comme Mendel, Fischer, Haldane ou Dobzhansky ont soulevé des problèmes. Comment la variation se maintient-elle dans une population ? Quels sont les effets du hasard ? Comment la sélection agit-elle sur les gènes ? Chaque fois, ces critiques ont conduit à des avancées majeures. Elles ont donné naissance à la synthèse moderne, l'union de la génétique et de la sélection naturelle.
Plus tard, d'autres débats ont encore affiné la théorie. L'importance de la dérive génétique, le rôle de la coopération, les effets de la symbiose ou de l'évo-dévo, l'évolution du développement embryonnaire. Ces raffinements ne sont pas des corrections forcées, mais des extensions du modèle initial. La maison de Darwin tient toujours debout. On lui a simplement ajouté des étages et des fondations plus solides. Darwin doutait, oui, parce qu'il refusait de faire de sa théorie un dogme. Il écrivait « Je suis conscient du nombre d'objections qui peuvent être soulevées contre mes vues. Mais je ne vois pas de meilleure explication pour les faits tels qu'ils se présentent. » Cette phrase résume l'attitude scientifique dans sa pureté. On n'exige pas la perfection absolue, on cherche le modèle qui explique le mieux les faits, tout en restant ouvert à la révision. C'est la différence entre une théorie scientifique et une croyance. Une croyance réclame la certitude. La science, elle, réclame la vérification permanente. L'esprit humain est programmé pour voir des intentions partout. C'est ce qu'on appelle le biais téléologique, la tendance à croire qu'un phénomène existe pour quelque chose. Ce réflexe cognitif est utile au quotidien. Il aide à comprendre le monde social, à anticiper les actions des autres. Mais appliqué à la nature, il devient un piège. Nos ancêtres ont survécu en détectant des agents derrière chaque bruit, un prédateur, un rival, un dieu. Aujourd'hui, ce mécanisme mental nous pousse à percevoir du design, même là où il n'y a que des lois physiques et de la sélection naturelle. Et plus un système paraît complexe, plus ce réflexe s'impose. Notre cerveau préfère une intention simple à un processus complexe. À cela s'ajoute un autre biais, le besoin de sens. L'évolution décrit un monde où le hasard et la nécessité suffisent. Pour beaucoup, cette idée est insupportable. Elle semble retirer à la vie son dessein, à l'humain son exception. Alors l'esprit reconstruit du sens, même au prix du rejet de la science. Dans certains milieux religieux, l'évolution reste perçue comme une menace métaphysique. Elle bouleverse le récit des origines, elle efface la frontière entre l'homme et l'animal, elle remplace la création par un processus aveugle. Mais ce rejet n'est pas universel. De nombreux penseurs religieux, de Teilhard de Chardin à Jean-Paul II, ont réconcilié foi et évolution. Le problème n'est donc pas la foi elle-même, mais la rigidité culturelle. Dans certains contextes, refuser l'évolution devient une marque d'identité. Aux États-Unis, par exemple, l'adhésion au créationnisme est souvent corrélée à des appartenances politiques. Accepter Darwin, c'est être du camp des élites. Le rejeter, c'est défendre la tradition. En d'autres régions du monde, l'école ou la religion officielle peuvent présenter l'évolution comme une opinion parmi d'autres, affaiblissant sa légitimité scientifique. Existent aussi des résistances laïques. Dans certains courants spiritualistes, écologistes ou pseudo-ésotériques, on remplace le créationnisme par des formes d'évolution guidée, une nature consciente, un univers qui veut l'homme. La science demande du temps, de la nuance, de la rigueur. Les médias modernes, eux, récompensent la vitesse, l'émotion, la certitude. Sur les réseaux sociaux, une phrase fausse mais simple se répand 1000 fois plus vite qu'une explication vraie mais subtile. Les algorithmes amplifient de ce qui provoque des réactions, pas ce qui est clair. Résultat, les contenus anti-scientifiques prospèrent car ils offrent des récits clairs et ennemis identifiables. Les chaînes de vulgarisation sérieuses tentent de corriger ces désinformations, mais elles doivent lutter contre un système économique qui favorise le sensationnel. C'est un paradoxe cruel. Jamais l'humanité n'a eu autant d'accès à la connaissance, et pourtant, le mensonge n'a jamais circulé aussi vite. Les discours anti-évolutionnistes ne se contentent pas de nier, ils utilisent une rhétorique efficace. Ils jouent sur la confusion entre doute scientifique et scepticisme idéologique. Le doute scientifique est une méthode. On teste, on vérifie, on corrige. Le scepticisme idéologique, lui, est une posture. Il rejette tout, sauf ce qui conforte ses convictions. Mais dans le débat public, la frontière est floue. Dire la science doute devient la science ne sait pas, puis rien n'est prouvé.